Femme du monde, femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. Wimbalala, 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 yeah. Bonjour à toutes Wimbalala, et bienvenue dans ce wimbalala. 5e épisode de la saison 2 du balado d'une mère à l'autre de Maman sans tabou. Si vous ne me connaissez pas, je suis Anne Julien, maman de deux adorables petites filles et fondatrice de Maman sans tabou, une communauté de partage et de soutien pour aider les mamans qui trouvent ça difficile d'être maman. Aujourd'hui, nous en sommes au 3e épisode en solo et pour l'occasion, j'ai décidé de changer un petit peu ma façon de faire. Je l'enregistre la veille de sa sortie, ce qui est une première pour moi puisque je suis perfectionniste et que j'aime les réécouter, faire du montage. Sauf que ça me prend énormément de temps, du temps que je voudrais consacrer à d'autres projets. Et en plus, j'ai réalisé que l'authenticité, c'était une des valeurs clés de mon projet. Donc, j'ai décidé de vous livrer cet épisode-ci sans trucage, sans montage, tel que je suis, avec mes bafouillements. Et voilà. Et en plus, il sort donc à la nouvelle lune de mars, une nouvelle lune un petit peu spéciale, puisque il y a en même temps une éclipse solaire partielle en bélier. Et de ce que j'ai lu, en fait, ça amène de puissants changements d'identité, de direction, d'alignement doublé en fait d'une énergie audacieuse et impulsive. Donc, ça explique pourquoi j'y vais de façon aussi bold, hein, comme on dit en anglais, audacieuse. Euh, ouais, tout est parfait en fait. Donc, voilà ce que ça donne. Et cet épisode sort également au lendemain en fait de mon grand coming out. Enfin, je l'enregistre au lendemain de mon grand coming out. Si vous me suivez sur la page Facebook de Maman sans tabou, vous avez vu que j'ai enfin osé dire au monde que je suis une artiste. Waouh, l'émotion est encore là. Elle n'était pas hier quand je l'ai dit, mais là, ça remonte. C'est un c'est une grande révélation, une grande activation pour moi en fait. Je l'ai toujours su, mais là, d'oser l'avouer, c'est toute une étape. Et, euh, et alors, c'est quoi le lien avec, avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui, avec celle qui épaise la vérité, la troisième mère de clan. Euh, en fait, déjà, le premier lien que j'ai vu, c'est en relisant la bio de mon invitée, Karine Leclerc. J'ai souri parce que le premier mot qu'elle utilise pour se décrire, c'est la créativité. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien. Euh, et puis là où c'est une première pour moi aussi, c'est que je ne la connais pas personnellement, Karine Leclerc. C'est la première invitée de ce balado que je n'ai pas rencontrée en personne, avec qui je n'ai pas cheminé. Mais elle m'a contactée un jour par Facebook parce qu'elle trouvait que nos missions s'alignaient. Et j'ai été voir ce qu'elle faisait. Effectivement, j'ai eu comme un coup de cœur. Donc j'ai dit, bah, écoute, un jour, on fera peut-être quelque chose ensemble. Et voilà. Et c'est aussi une première puisque c'est la première des invités de la saison 2 qui a vraiment choisi la mère de clan qu'elle veut représenter. J'ai un petit peu guidé les deux premières parce que je voulais qu'elles soient là, puis je trouvais il y avait un lien entre elles et les deux premières mères de clan. Mais là, j'ai laissé Karine choisir et j'ai été surprise en fait de son choix parce que celle qui pèse la vérité, c'est celle qui me parle le moins. Déjà l'an dernier, j'avais eu du mal à trouver quelqu'un en fait euh, pour la représenter. Et je souris parce que je suis abonnée à l'infolettre de Claire Arnaud qui fait un travail fabuleux sur les 13 mères. Je vous en ai déjà parlé dans le premier épisode de la saison 2. Et elle dit la même chose en fait. Elle dit dans son courriel que elle aussi, elle a du mal à, à saisir ses enseignements. Euh, et puis, ben, je souris doublement parce que là, je pense que j'ai réussi en fait. D'où l'importance de la répétition, de relire ces enseignements parce qu'ils sont très, très, très précieux. Et il se trouve que la première chose que j'ai vue en fait, c'est le lien avec l'artiste en moi. Euh, donc, je ne vous en dis pas plus tout de suite.
Je vais, comme d'habitude, commencer par vous lire les enseignements et le poème, et ensuite on va plonger ensemble dans l'analyse de ce conte. Et je vais vous partager tout ce que ça m'évoque et tout ce que ça peut vous apporter à vous en tant que femme et mère. Mars, celle qui pèse la vérité, la gardienne de l'égalité, garante de la justice, la juge intègre de la loi divine, et celle qui réduit à néant le mensonge, la mère de la vérité et protectrice du béni, la mère de la détermination de soi et de la responsabilité. Elle nous enseigne à trouver la capacité à faire face et à être déterminée, à nourrir le positif, pas le négatif, en ayant recours à la loi divine, à mettre en œuvre l'égalité avec justice, en étant responsable de nos actes et nos paroles, à avoir recours à notre intégrité personnelle, à notre éthique et à nos valeurs pour trouver des solutions qui guérissent. Elle nous enseigne à accepter la vérité. Son poème, protectrice de l'opprimé, elle pèse la vérité pour que tous puissent voir la loi divine et rechercher l'équilibre qui rendra leur esprit libre. Là, au milieu du chaos des épreuves terrestres, elle se tient droite, prête à rendre justice, et la compassion s'écoule de ses mains. Elle répond lorsque l'erreur montre le visage destructeur de la haine et de l'avidité humaine, qui divise les hommes en croyances et en races. Gardienne des lois du grand mystère, dont nous cherchons à suivre la guidance, puissions-nous accepter l'unicité des vérités que nous t'entendons prononcer. Alors, c'est tout un programme. Je vais commencer par ce qui m'a accroché quand j'ai relu les enseignements, le poème et le conte de cette mère hier soir. C'est, comme je vous le disais en introduction, le lien avec l'artiste. C'est en fait d'accepter les vérités sur soi, même si elles ne nous plaisent pas. Et il se trouve qu'hier, j'ai été de l'autre côté du micro avec mon amie et coach Laurence Sala, qui a déjà fait partie, elle aussi, des invités de ce balado. Un épisode qui va sortir dimanche, donc au lendemain du mien, où en fait, je révèle un petit peu mon parcours de sorcière. Donc déjà, c'est la première fois aussi que je me nomme comme telle devant la caméra. Je l'ai déjà fait dans des posts Facebook, mais là, en vidéo, c'est la première fois. Et aussi, en fait, j'ai réalisé en échangeant avec elle que je suis une artiste, puis que c'est un lien avec ma mission. Euh, mais aussi, j'ai osé nommer à la caméra que j'avais une préférence pour une de mes filles. Et ça, c'est vraiment venu la chercher. Et en fait, je réalisais, puis je lui expliquais en fait que depuis, ça avait évolué, que le fait de l'avoir conscientisé, nommé, d'en avoir parlé, ça m'avait libérée et que maintenant, j'ai une relation magnifique avec ma fille aînée, que c'est plus ma plus jeune qui vient me chercher, mais pour des raisons différentes. Euh, et en fait, je réalisais hier soir, mais c'est ça, accepter sa vérité, même si elle ne nous plaît pas. C'est difficile de se rendre compte qu'on n'est pas la mère qu'on pensait être, de se rendre compte qu'on a une préférence pour une de ses filles, de se rendre compte, comme ça m'est encore arrivé ce matin, que malgré tout ce qu'on sait sur la colère, sur le mum rage, tous les outils qu'on a, on peut encore tomber. On peut encore avoir des crises de mum rage. Mais à partir du moment où on accepte que tout ça, ça fait partie de nous, toutes ces vérités peut-être un peu laides, toutes ces parts d'ombre, eh bien, on peut les transformer. Et quand on accepte cette vérité, et c'est l'enseignement que je retiens de cette troisième ère de clan, quand c'est fait, on ne se laisse plus influencer par les autres et on peut être soi-même. Et c'est ce que j'ai vécu en début de semaine. Après tout ce cheminement que j'ai fait pour mettre au clair mes parts d'ombre, en fait, par rapport à ce que la maternité me fait ressentir et me fait vivre, aujourd'hui, je peux dire que je suis une artiste. Je peux enfin réunir toutes les parties de moi. Et
je n'avais pas réalisé non plus ce lien la première fois que j'avais lu. Vous savez que chaque mer a une couleur et la couleur de cette mer, c'est le brun. Le brun, c'est pas vraiment une couleur qui m'attire parce que moi, je suis une fille de couleur. J'ai eu du mal d'ailleurs ce matin à choisir ma tenue en fonction de cette mer de clan. Mais dans le livre, ce qu'elle nous rappelle, c'est que c'est brun parce que c'est le lien avec la terre. La terre, c'est elle qui nous guide. Et vous allez voir dans le conte, effectivement, que la mère de clan, pour rendre sa décision, pour accepter la vérité, elle se relie à la terre. Et il se trouve que les 3 derniers jours où j'étais dans une retraite qui s'appelle Révélation, une retraite pour faire vibrer l'artiste en moi, la terre m'a soutenue et m'a apporté des messages. Et tandis que je me promenais dans la forêt, j'ai reçu ce magnifique cadeau. Elles sont brunes en plus, ces plumes, brunes et blanches. Ce sont des plumes de dindon sauvage. Bon, ça symbolise l'abondance et d'autres choses, mais moi, c'est pas ça que j'ai vu. Quand j'ai vu ça m'attendait dans la neige, j'ai tout de suite pensé à l'écrivaine en moi. Et je me suis dit, waouh, la terre maman te confirme que tu as la bonne place, que tu as plusieurs cordes à ton arc et que tu as toutes ces plumes, tous ces talents. Pas juste la plume de blogueuse, pas juste la plume d'écrivaine, mais aussi de compositrice de chansons, puisque c'est ça que j'ai fait pendant cette retraite. Et Claire Arnaud nous demande justement dans son infolettre, et je vous pose la question à vous, quels sont les fardeaux que vous portez aujourd'hui et qui ne font pas partie de votre présent? Ces fardeaux qui vous empêchent d'être vous-même, ces vérités que vous n'avez pas envie de voir, que vous cachez sous le tapis. Moi, je vous invite à vous poser la question, à les ramener à la lumière. Et une fois que vous les aurez acceptés, vous allez enfin pouvoir être pleinement. Depuis que j'ai participé à cette retraite et que j'ai laissé sortir l'artiste en moi, ma créativité s'est décuplée fois 1000. Et j'ai envie euh, de vous proposer des choses un petit peu différentes, des choses nouvelles. J'ai l'idée de cercles en nature, de cercles en présentiel chez moi, en petit comité, dans cet espace qui est mon bureau, mais aussi mon espace de méditation, ma salle de lecture. Je peux y accueillir 5, 6 femmes sans problème. Je veux aussi vous offrir des cercles de rêve, des cercles de danse, des cercles de lumière. Je veux qu'on puisse aussi laisser briller cette joie, cette puissance qui nous habite. Et je suis en train de travailler à la création d'un atelier sur la créativité. J'aurais voulu qu'il sorte plus tôt, mais finalement, je me rends compte que c'est comme mon chef-d'œuvre de cette année. Donc, j'ai besoin de le peaufiner parce que je sens que j'ai beaucoup à vous offrir sur le sujet. Donc, voilà ce que cette mère m'a inspirée euh, au début de ma relecture. Euh, Ensuite, l'autre enseignement majeur que je retiens de son poème, en fait, c'est que, et c'est en lien avec ce que je vous ai dit, c'est que la vérité sur qui nous sommes nous aide à détruire les illusions qui limitent notre potentiel. Donc, elle nous invite vraiment à nous concentrer sur nos forces plutôt que nos faiblesses, à développer nos talents au lieu de toujours se critiquer. Pourquoi? Ben parce qu'en nourrissant le positif, on va attirer le positif, on va l'aider à se développer, hein. C'est un petit peu la loi de l'attraction ou comme dit Marie-Josée Tardif, ma dernière invitée, est-ce que je veux nourrir le loup noir ou le loup blanc? Hein? C'est important de nourrir celui vers lequel on veut aller. Et pendant des années, j'ai nourri en moi le censeur, comme je l'appelle, la critique, la bonne élève, la perfectionniste, celle qui suit les règles, qui veut toujours que tout soit bien, parfait. Mais du coup, j'ai délaissé l'artiste, j'ai délaissé ce qui fait ma force, euh, mon énergie pétillante, ma capacité à créer des liens avec les gens, à entrer en relation avec eux, euh, ma spontanéité, mon authenticité, parce que je ne voulais pas voir en fait que la personne qui m'aime le moins, c'est moi. Je suis vraiment dure avec moi-même.
C'est moi qui ai freiné mon potentiel, en fait. C'est pas les autres, hein. C'est facile de remettre euh, la responsabilité sur les autres. Mais ce que nous enseigne cette mère de clan, c'est à prendre ses propres responsabilités, à défaire les peurs qui nous conditionnent pour accéder à notre plein potentiel. C'est ce que j'ai vécu dans mes accouchements. J'avais très peur d'être enceinte, d'accoucher. Donc j'ai cherché des réponses, j'ai cherché à m'entourer pour regagner confiance en moi. Et du coup, j'ai pris la décision d'accoucher en maison de naissance où j'ai pu, en fait, accoucher seule et découvrir la puissance qui m'habitait. Puis là, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de prôner les maisons de naissance, puisque dans les enseignements de cette mère, il y a aussi l'importance de ne pas juger les autres. Vous avez tout à fait le droit d'accoucher à l'hôpital si c'est là que vous vous sentez en confiance. Et vous pouvez tout à fait, à l'hôpital, dans un milieu hospitalier ouvert, vivre la même expérience que j'ai vécue, un accouchement de puissance. Euh, une des cousines de mon mari l'a vécu, donc c'est possible. Puis là, je vous parle d'accouchement et du coup, ça m'amène à mon invité du mois, Karine Leclerc, qui est doula, euh, une, euh, une femme donc, qui accompagne les mamans, les futures mamans, dans, euh, dans leur accouchement et dans leur rôle de mère aussi, dans toute la transformation qui s'ensuit. Et en fait, c'est parce qu'elle a vécu une première naissance chaotique où elle était mal préparée, qui lui a fait réaliser qu'elle était déconnectée de son corps, que elle aussi, elle s'est renseignée, elle s'est informée, elle s'est mieux entourée pour la deuxième naissance, qui là s'est faite dans une douceur incroyable. Et maintenant, elle veut mettre tout cela au service des autres femmes pour leur permettre de vivre une naissance plus douce et un postnatal plus paisible. Euh, Donc, vous allez la découvrir lors de notre entrevue ensemble le 13 avril prochain. Et c'est drôle parce que cette entrevue va sortir la veille de l'anniversaire de ma plus jeune. Donc, ça me ramène aussi à mon deuxième accouchement. J'adore ces synchronicités. Alors, maintenant, j'ai envie de vous amener avec moi dans le conte. Le conte de cette troisième mère raconte comment elle doit trancher une affaire de vol de nourriture entre deux femmes du clan et nous décrit en détail le processus par lequel elle passe pour prendre une décision juste et rendre un jugement qui sert toute la communauté. Et je vais vous décrire en fait ces étapes parce que c'est là que sont les enseignements, évidemment. Donc, elle commence, en fait, elle passe 5 jours à peser le pour et le contre. 5 jours et 5 nuits, c'est important. Elle commence par demander à chaque direction un éclairage nouveau. Elle consulte les animaux, elle consulte ses rêves, elle prend le temps de digérer toutes ces informations et d'analyser les motivations de chaque femme, les blessures cachées en arrière qui les ont poussées à agir contre le bien commun. Et elle met en place ce qu'on appelle la loi divine. Alors, dans le livre, on nous explique bien la différence entre la loi divine et la loi humaine. La loi divine, c'est aller à la source des actes et prendre en compte l'ensemble de la communauté dans sa décision. Et c'est rendre justice, non pas en punissant, en trouvant une coupable et une innocente, parce que les punitions divisent, mais en offrant à chacune des deux parties un voyage de guérison. Donc c'est une justice qui répare au lieu de punir, qui recrée le lien, parce qu'elle laisse aux personnes responsables la possibilité d'apprendre de leurs erreurs, la possibilité d'assumer la responsabilité de leurs actes. Et donc, c'est très fort parce que la loi divine, en fait, elle remet le pouvoir entre les mains de chaque individu. On n'est pas dans La loi humaine, elle a tendance à diviser le monde en bien et mal, en gentil et méchant, hein. Ça, c'est vraiment un héritage du christianisme, selon moi. Là, on est ailleurs. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Comme me disait ma mentor, Monica Canducci, dans la nature,
le bien et le mal, c'est tout mélangé. Elle m'expliquait que, par exemple, une chatte, une maman chatte, quand elle donne naissance, ça peut sembler cruel à nos yeux d'humains, mais s'il y a un petit qui a aucune chance de s'en sortir parce qu'elle sent qu'il est plus faible, elle va le laisser mourir. Ça peut nous choquer, mais en fait, elle pense plus loin qu'elle. Elle pense au-delà, elle pense pour toutes les générations, pour l'ordre, l'équilibre de la nature. Pourquoi laisser survivre un petit qui n'a aucune chance, en fait? Ce n'est pas l'aider, ce n'est pas aider les autres non plus. Donc, avec cette histoire, en fait, elle voulait me montrer que, ben, en tant que maman, on se juge souvent dans nos actions, mais que être mère, c'est pas toujours être gentille, c'est pas toujours faire le bien, et que parfois, on doit prendre des décisions difficiles avec des répercussions peut-être négatives, mais c'est pas de la méchanceté, c'est parce que on voit plus grand, hein. C'est ça aussi notre rôle de parent. Euh, donc ça, c'est le conte. Puis, alors déjà, je voudrais m'arrêter là parce que ce que ça m'évoque, c'est déjà ce que j'ai vu en lisant ça, c'est la continuité avec les premières et deuxièmes mères, hein. On nous rappelle l'importance de prendre son temps, hein, 5 jours pour prendre une décision, de se relier à tout ce qui nous entoure, les directions, les animaux, les rêves, de respecter l'espace sacré de chacun, d'honorer les leçons des quatre, en fait des 7 directions, puisqu'on les retrouve dans ce conte aussi, comme dans le deuxième, et de tirer les leçons de ses erreurs, puisque c'est ce qu'elle invite chaque femme à faire à l'issue de son jugement. Et donc, il y a vraiment une continuité, en fait, dans cet ouvrage, hein, dans les enseignements. On est une étape au-dessus. Et puis, euh, ça m'évoque aussi l'idée qu'en fait, rien n'est noir ou blanc, hein. Quand on prend une décision, alors si on veut parler en termes de bien ou de mal, là, il y a du bon, il y a du moins bon dans chaque action, hein. C'est pas, on n'est pas tout blanc ou tout noir, on n'est pas innocent complètement ou coupable complètement non plus. Et cette idée que tout n'est pas noir ou blanc, euh, ça me rappelle un petit peu la prise de position qu'avaient les aînés autochtones que je suis, hein, Dominique Ramkin et Marie-Jo Tardy, sur le vaccin lors de la pandémie. Il y avait beaucoup de gens qui le questionnaient justement pour connaître leur opinion. Et j'ai toujours aimé qu'ils aient une réponse neutre, en fait. Une réponse qui ne condamnait personne, parce qu'en fait, les torts sont des deux côtés et la raison aussi, hein. Il y a toujours une part de vérité, de justesse dans n'importe quelle prise de position, en fait. Et souvent, en fait, et surtout la pandémie, hein, elle nous a surtout divisés en clans. Il y avait les pro-vaccins, les contre, les pro-masques, les contre-masques. On a vraiment voulu nous diviser. Et eux avaient cette sagesse intérieure de dire, on ne juge pas. On ne peut pas juger, on n'a pas tous les détails. Et il y a sûrement du bon et du moins bon dans chaque prise de position. Et puis, en fait, cette idée aussi, hein, que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, euh, ça me rappelle une dissertation que j'avais eue en prépa en philosophie, qui m'avait beaucoup challengée, qui était peut-on faire le mal consciemment et volontairement? Et on avait une sacrée liste de lectures. Et je me rappelle que j'avais vraiment eu du mal à me faire une tête sur le sujet. En fait, mon prof m'avait dit, ta dissertation tourne en rond. C'est parce que les lectures m'amenaient à penser qu'on faisait le mal, que quand on faisait le mal, c'est qu'en fait, on ne savait pas, on s'en rendait pas compte, on mesurait pas bien la portée de ses actes. Mais je ne concevais pas que ce soit possible. Il y avait une partie de moi qui se disait, non, mais il y a le sadisme, ça existe, etc. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends qu'en fait, ben, on peut, et souvent on fait le mal sans s'en rendre compte. Derrière le sadisme, en fait, il y a, quel, il y a, comment dire, il y a quelqu'un qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Il y a un manque de conscience de la portée de ses actes. Et l'idée, en fait, quand en arrière de toute mauvaise action, il y a une blessure, il y a une souffrance. Et Chaumis, justement, Dominique Ramkin nous expliquait quand il nous racontait l'histoire qu'il a vécue au pensionnat, que à l'époque, en fait, il était en colère contre ceux qui l'avaient molesté.
Mais les aînés l'avaient amené à se rendre compte qu'en fait, il était en colère contre un homme malade, que les curés qui lui avaient fait subir tout ça, eux-mêmes ne se rendaient probablement pas compte du mal qu'ils faisaient. Eux-mêmes avaient une blessure, une souffrance qui n'était pas guérie. Et c'est souvent à partir de ces zones d'ombre-là qu'on agit mal, qu'on fait le mal envers les autres. Et c'est pour ça que c'est important d'accepter ces pardons, parce qu'à partir du moment où on les accepte, on s'en va de plus en plus vers le bien, ou en tout cas vers quelque chose de plus juste et d'équitable envers les autres. Et là, je voudrais revenir sur la maternité, sur les accouchements, en fait, parce que dans la retraite, j'ai écrit une chanson sur la maternité et sur les jugements. Et j'ai sondé un petit peu ma communauté pour voir un petit peu tous les jugements qu'il y a en lien avec la maternité. Il y a notamment le choix de notre lieu d'accouchement. Euh, donc, ce que je vous disais tantôt, hein, euh, quand on choisit d'accoucher à l'hôpital plutôt qu'en maison de naissance, c'est peut-être parce qu'en arrière, il y a une peur, il y a une souffrance qui n'est pas guérie. Il n'y a rien de mal là-dedans. Euh, on ne peut pas juger les autres parce qu'on ne sait pas c'est quoi, quel est leur vécu, en fait, ce qu'il y a en arrière de leur décision, de leur choix. Euh, et là, je fais une petite parenthèse, toujours en lien avec la retraite. En fait, l'autre chanson que j'ai écrite, c'est sur ma culture, parce que je me suis rendu compte à quel point, et j'en ai déjà parlé dans le texte, le fait d'être une maman française au Québec, ça influe beaucoup sur la façon dont j'ai vécu ma maternité. Et là, il y a une blessure qui demande encore à être guérie. Parce que chaque fois, ça vient me chercher, cette idée du fait que je suis différente, en fait, ici. Et, euh, et il se trouve qu'on m'a de nouveau proposé d'animer une causerie sur le sujet, avec un angle un petit peu différent. Donc, je vous en parle maintenant. Ce sera le 16 avril à Mionnette-Laval. Ça s'appelle Être parent loin de ses parents, vivre la solitude dans sa parentalité. Et je trouve ça intéressant parce que justement, quand on est seul ici, qu'on n'a pas de famille, d'entourage, on est sûrement porté à prendre des décisions différentes de ceux qui ont tout un village autour d'eux. Et c'est là que les jugements devraient cesser parce qu'en fait, on n'a pas le même cheminement, le même environnement, le même bagage. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en compte quand on se compare avec les autres. Donc, voilà euh, tout ce que ça m'évoque, cette troisième mère de clan. Euh, je vous rappelle que notre invité, que l'entrevue avec notre invité sortira le 16 avril prochain. Donc, nous aurons l'occasion euh, d'explorer encore plus avec elle, hein, l'importance justement de l'entourage, peut-être de la culture d'origine aussi, euh, dans, dans, dans toute la périnatalité, hein. J'imagine que ce sont des sujets dont elle doit parler dans son accompagnement aussi. Et j'ai très hâte de découvrir ce qu'elle va nous confier sur son parcours et sur ce que euh, cette mère de clan lui évoque en fait, puisque c'est elle qui s'est reconnue euh, dans sa description et son poème. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'ai l'impression que c'est passé très vite. J'avais l'impression d'avoir des milliards de choses à vous dire et finalement, j'ai déjà fait le tour. Donc je vous laisse digérer tout ça, hein, comme nous le recommande la troisième ère de clan. Et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur YouTube, sur Apple, à me mettre 5 étoiles sur Spotify, à partager l'épisode autour de vous, hein. C'est vraiment mon désir le plus cher que ça aide le plus de mamans et de femmes possible. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve le 13 avril pour un épisode en duo à d'une mère à l'autre. Bye tout le monde! Alors voilà, j'avais dit que je ne ferais pas de montage, mais je me suis rendu compte que dans mon excitation, j'ai oublié de vous parler de deux choses importantes. La première, en lien avec l'artiste, eh ben, c'est que j'ai maintenant un compte Instagram
qui s'appelle La maman libre et heureuse. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien dans les notes de l'épisode si vous voulez m'y retrouver. Et il va y avoir un cercle de parole en lien avec les enseignements de cette troisième mère de clan, comme à chaque fois, mais que je vais le renommer parce qu'avoir relu le conte hier, je me rends compte que vérité, intuition, c'est pas de ça dont on va parler. On va parler d'accepter ses vérités, ses parts d'ombre et des jugements qu'on a sur soi et sur les autres. Donc là encore, je vous trouverai le lien dans les descriptifs de l'épisode et je m'en vais changer le visuel avant de publier tout ça. Bonne journée tout le monde. Wimbala, la wimbala.